Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui on se demande combien, et c'est une vraie question, combien et qui surtout va payer pour notre transition énergétique. Anne-Catherine, bonjour. Bonjour David. Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Pour savoir combien, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un rapport, le rapport de France Stratégie qui vient de sortir, qui a été commandé par la Première ministre, qui lui a été remis, et qui fixe un petit peu les idées sur le financement de la transition énergétique. Ce qu'on a retenu, moi ce que j'ai retenu, c'est que la facture était absolument colossale, avec un besoin d'investissement supplémentaire de 66 milliards d'euros, c'est par an, dont quasiment la moitié, 34 milliards assumés par la puissance publique. La facture, elle est colossale. Mais l'inaction l'est encore plus, vous allez me dire. Alors oui, finalement, l'intérêt énorme de ce rapport, c'est de, en quelque sorte, jeter un pavé dans la mare, qui est de dire, l'effort est colossal, mais financièrement, mais au-delà de ça, il suppose évidemment de revoir tous nos modes de financement. C'est-à-dire de revoir dans les finances publiques, parce que l'idée, c'est pas forcément d'aller trouver, on ne sait pas très bien où d'ailleurs, 66 milliards, c'est de réorienter les finances publiques, de réorienter... qui sont passablement dégradées, pardon de le dire comme ça. Oui, mais la logique, c'est effectivement, si on revient à ce bon principe de départ qui est celui du coût de l'inaction est bien plus élevé que celui de l'action. C'est prouvé, ça? Alors oui, c'est prouvé pour des raisons très simples. Ne rien faire, in fine, coûtera beaucoup plus cher que de commencer à agir dès aujourd'hui. Prenons un exemple très concret. Pour s'adapter à des changements qui sont en fait déjà là. Je sais pas, par exemple typique, il y a eu des ouragans énormes à Lyon, des orages extrêmement violents à Lyon, station de métro inondée. Une station de métro inondée, vous imaginez le coût pour l'infrastructure, pour remettre en état l'infrastructure. Ouais. Ce genre de choses arrive de plus en plus souvent. Vous avez, par exemple, en ce moment, vous avez, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment des inondations en Allemagne ou en Belgique, de ces tombereaux de déchets qu'il faut éliminer, enfin, il y a vraiment aujourd'hui des choses qui coûtent extrêmement cher, et on ne parle pas là d'humains qui peuvent être blessés, mais une fois par exemple qu'il y a eu des inondations qui ont ravagé une région, il y a le coût de la reconstruction, le coût du traitement et environnemental de l'ensemble de ces déchets qui sont monstrueux. Il y avait, en Belgique, ils avaient dû prendre une autoroute désaffectée pour stocker ces déchets tellement le volume était considérable. Donc on est bien sur des sujets de ce type-là qui aujourd'hui ne sont pas vraiment quantifiés parce qu'ils sont éclatés dans différents postes et on ne voit pas l'ensemble. Et l'intérêt du rapport Pisani-Ferry, c'est de rappeler l'ensemble. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, il n'abandonne pas le concept de croissance. Il dit simplement, là aujourd'hui, on est dans une croissance brune, parce qu'elle est à base d'énergie fossile, ouais. Et il faut aller vers une croissance verte, c'est-à-dire que l'ensemble des financements publics qui vont vers des technologies doivent être orientés sur les questions environnementales. On doit aller vers beaucoup plus de sobriété de façon générale. Et après, évidemment, on doit essayer au maximum de se passer des énergies fossiles. Voilà. Et ce qu'on a retenu quand même dans ce débat, c'est de savoir qui paierait la facture. Et on s'est finalement polarisé sur est-ce qu'on rajoute de la dette à de la dette climatique, pourquoi pas? Enfin voilà, en tout cas la question est posée. Est-ce qu'on demande un effort fiscal, ou un effort tout court d'ailleurs, aux plus aisés? Toutes ces questions, elles ont été posées, mais elles n'ont pas encore de réponse. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que finalement, ce rapport qui a le mérite de poser sur la table un certain nombre d'équations pour nourrir le débat, il a tout de suite été résumé à... il y est sévère. La personne qui a conseillé le mandat d'Emmanuel Macron dit qu'il faut taxer les riches. Bon, c'est plus nuancé que ça déjà, mais surtout, c'est l'idée assez simple de dire de toute façon, tout le monde doit contribuer. Et ce qui pose problème dans le changement, dans les impacts du changement climatique, c'est qu'ils sont profondément inégalitaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus vous avez de possibilités financières, plus vous aurez le moyen de trouver des solutions personnelles, de climatisation, de choses comme ça, qui vous permettront de subir moins les impacts. Et en plus, on sait très bien qu'il y aura un impact inflationniste qui va évidemment toucher les populations les plus faibles, qui ne peuvent pas... par exemple, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que les cités pas vraiment réparées sont des cages de chaleur absolument insupportables. Quand il y a une vague de chaleur, c'est vraiment dans ces quartiers-là où c'est le plus invivable. Vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter une clim ou de faire quoi que ce soit. Et c'est des passoires thermiques. Donc du coup, la logique que propose le rapport Pisani-Ferry, c'est de dire il serait assez logique de demander à ceux qui en ont vraiment les moyens une contribution exceptionnelle pour tenter de compenser ces inégalités et du coup de financer une partie de l'effort collectif qu'il faut faire. Et puis en plus, ça lui paraît pas... Les montants en jeu, cet ISF vert, c'est 5 milliards d'euros par an.
Donc par rapport à 60 et quelques milliards à financer, le compte n'y est pas. Déjà, puis surtout, c'est finalement une espèce de principe de pollueur-payeur. C'est-à-dire qu'un mode de vie des ultra-riches, hein, c'est vraiment, par exemple, la base de jets privés. On peut considérer que la contribution climatique des jets privés pourrait justifier le financement de la transition ou un certain nombre de genres de choses. Donc la question aujourd'hui, et c'est ça qui est assez inquiétant dans la façon dont le rapport Pisani-Ferry est reçu, c'est qu'en fait, ça devrait être le point de départ d'un débat politique majeur qui dit voilà l'équation, et ensuite on fait des choix politiques et on pose le débat publiquement de savoir comment on traite cette question-là. Est-ce qu'effectivement, en fait, il faut combiner toutes les choses. Il faut combiner à la fois de la réorientation de la dette et de la façon dont on la lève, la France fait des green bonds, mais quand elle cherche de l'argent sur les marchés pour d'autres choses, elle ne fait pas des green bonds. Donc l'idée, c'est qu'elle ne fasse que des green bonds, par exemple, ou des choses comme ça. Enfin, il faudra quand même financer le reste aussi, dans ces cas-là. Il reste l'école à financer, la santé, l'armée... Oui, mais vous devez financer l'école dans une optique. Par exemple, aujourd'hui, les écoles sont des passoires thermiques. C'est-à-dire que c'est inchauffable, quand il fait chaud, c'est absolument invivable et on sait pas, les enfants doivent être vraiment, on leur fait faire la sieste parce que tellement c'est insupportable. Et vous avez tous ces cours de récréation goudronnés qui posent énormément de problèmes. Donc l'idée de dire qu'il faut financer l'école, c'est aussi d'avoir cette logique-là. C'est-à-dire quand on refait une école, il faut avoir vraiment une éco-conception. Et aujourd'hui, comme tout ça est assez désordonné et répond quand même à l'initiative de maires ou de collectivités qui sont plutôt mobilisées, donc c'est pas dire qu'il faut rajouter de l'argent à l'argent. Il faut vraiment remettre à plat le comment et pourquoi on finance telle et telle chose avec l'argent public. Donc, avec l'argent public, avec peut-être, encore une fois, de la dette verte, avec peut-être une pression fiscale sur peut-être les plus riches, avec pourquoi pas aussi l'épargne des Français. Est-ce qu'il faut mobiliser l'argent du livret A, de l'assurance vie ou autre, ou un grand emprunt, je dis n'importe quoi, un grand emprunt financé par les Français pour financer cette transition énergétique ? Alors, peut-être pour résumer, il est clair que ça va coûter très cher, mais que si on investit, quel que soit le montant, sans s'interroger sur la façon dont aujourd'hui est alloué à la fois l'argent public, privé, l'épargne des ménages, etc., là, ça ne va pas être très efficace. C'est-à-dire que ce qui est important, et c'est ça finalement que résume ce rapport, c'est l'idée qu'il faut bien travailler ensemble au verdissement de l'économie telle qu'il est aujourd'hui. Il n'y a plus de débat là-dessus, sur l'idée qu'il faut décarboner la France. Non mais verdir l'économie, ça ne veut pas forcément dire que décarboner. Et c'est tout le problème du moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est acquis qu'il faut décarboner. Et comme en France, on a l'énergie nucléaire, la phrase derrière, c'est comme on a l'énergie nucléaire, on a quasiment fait le travail. Alors que verdir l'économie, ça veut dire réduire drastiquement les impacts négatifs environnementaux sur la biodiversité, sur le climat, sur tout ça. Et c'est donc avoir une pensée systémique. Je donne un exemple très concret. On a beaucoup parlé de l'usine, la Gigafactory installée dans le nord de la France. Il y en a plusieurs, c'est très bien. Alors, il y en a plusieurs en projet, mais si on en a 5, elles consomment en électricité l'équivalent d'une petite centrale nucléaire. Ouais. C'est pas du tout dans la discussion. Donc on aura les usines de batteries, mais on n'aura pas... Ça va être compliqué d'allumer la lumière chez soi, probablement dans le Nord. Et donc, là où je veux en venir, c'est que quel est l'impact environnemental et de ce type de batterie et d'où viennent les minerais, etc. C'est-à-dire d'avoir une logique de coût global. Tant qu'on raisonnera sur des petits silos ou des choses très emblématiques, disons, on a une usine de Gigafactory, mais qu'on ne raisonne pas globalement, on ne va pas être efficace. Et en fait, ce n'est pas tellement le problème de combien ça coûte, qui est très important, mais c'est surtout, avant d'investir quoi que ce soit, d'avoir une vraie évaluation de coût global de l'impact financier, évidemment, économique, mais aussi environnemental et social d'un projet quelconque qui s'insère toujours dans une territorialité. Et c'est ça aussi que dit Pisani-Ferry, c'est qu'il est très important de pouvoir analyser les choses à l'échelle d'un territoire pour avoir une juste mesure du mode de financement, mais aussi de l'efficacité de ce qu'on finance. On finit là-dessus, mais c'est un mot qui sent un peu la naphtaline, mais ça veut dire d'ailleurs de la planification aussi. Bien sûr, mais... C'est ce qui fait défaut aujourd'hui, même si le terme a été brandi par le président de la République. En fait, ce qui fait défaut, c'est d'avoir un cap clair, qui est aujourd'hui le Green Deal européen, et ça aussi, c'est dans le rapport, c'est de dire, là, on a un problème aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un objectif européen, par exemple, sur le climat, mais en fait, les moyens et la mise en œuvre sont laissés à chaque État. Donc, on a aujourd'hui des discours très disparates, et on n'a pas quelque chose de coordonné qui doit être à la fois à l'échelle européenne sur l'objectif, et dans la déclinaison beaucoup plus territoriale. Donc, bien sûr
qu'il faut de la planification, mais il faut de la planification une fois que l'objectif est clair, qu'il y a un portage politique clair de quelle est la transition dont on parle. Parce que la transition, ça ne consiste pas à dire on va décarboner. La transition, elle est beaucoup plus large, beaucoup plus globale, et elle concerne tous les secteurs. Elle ne concerne pas du tout que le secteur pétrolier. Et on aura les moyens, encore une fois, parce que les montants sont quand même assez pharaoniques. Le problème, c'est pas tellement... Enfin, on n'a pas forcément déjà les moyens, sauf qu'on a déjà les problèmes. Donc, soit on pose les choses clairement et on en fait le débat politique majeur des années à venir. Et à ce moment-là, d'ailleurs, par exemple, les électeurs doivent se prononcer sur ce type de questions, comment on finance, quel type de projet pour faire quoi, et comment ils y participent d'ailleurs, par leur épargne par exemple. Soit on ne pose pas la question, puis on bricole par-ci par-là, et là les coûts vont devenir de plus en plus astronomiques, et on va avoir de plus en plus de mal à avoir notre mode de vie qu'on croit défendre en gagnant du temps. Mais en fait, il va être hypothéqué de façon claire, nette et précise, très rapidement. D'autant que cette décennie est une décennie très importante. Il faudra qu'on réussisse à faire en 10 ans ce qu'on n'a pas bien réussi à faire en 30. Et du coup, le seul moyen d'y arriver, c'est une mobilisation de tous. Et la mobilisation de tous, à tout niveau et évidemment de façon différente, ça passe par une vision claire de voilà ce qu'on doit faire. Parce que sinon, prenons l'Asie du Sud-Est en ce moment, il fait 45 degrés. Ça veut dire que comme il n'y a pas d'endroit où se réfugier, les habitants d'Hanoï se sont installés dans un centre commercial où il y avait qui est climatisé. Et donc, ils se sont installés, ils ont amené de quoi manger, etc., parce que c'était le seul endroit frais. Donc, on est sur des types de problèmes comme ça. Et je rappelle que l'Asie du Sud-Est, c'est l'usine du monde aujourd'hui. Donc, si l'usine du monde ne peut plus tourner parce qu'il fait 45, on fait comment ? Et donc, c'est ça les problèmes qu'on a aujourd'hui. Et donc, dire que oui, mais il ne faut pas alourdir la dette, ce n'est pas forcément faux. Mais en revanche, il faut pouvoir aujourd'hui travailler ensemble à des solutions concrètes à partir de problèmes concrets qu'on a déjà. Allez, merci beaucoup. Explication signée Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Merci Anne-Catherine. Merci à vous. Ça vaut le coup, on revient bien sûr la semaine prochaine ici chez vous sur Boursorama.